Dans la vie, il y a parfois des déclics qui vous font complètement sortir de votre trajectoire. Moi, dans ma vie, ce déclic a fait le bruit métallique d'une porte qui se refermait derrière moi, une porte de prison. Un policier venait de m'enlever mes lacets, ma ceinture, ma montre, mes papiers, mon téléphone, mes boutons de manchette et ma cravate. Parce que ce jour-là, c'était il y a 10 ans, j'avais 45 ans, je portais un costume et une cravate comme à peu près tous les jours depuis 20 ans. J'étais directeur général d'une très grande entreprise qui employait 10 000 salariés et qui faisait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le matin, tôt, j'avais été placé en garde à vue. Et quand je me suis retourné vers le fond de cette cellule, où il y avait juste un matelas en mousse sur un banc en béton, je m'en souviens comme si c'était hier, je retenais mon pantalon sans ceinture avec mes mains, et je me suis dit qu'un jour, je serais avocat pénaliste. D'abord pour défendre ceux qui, comme moi, se retrouvaient dans cette situation à laquelle je ne comprenais strictement rien, mais aussi et surtout pour réaliser un vieux rêve. En fait, quand j'étais jeune, j'étais passionné par la justice. Et dès que j'avais un petit peu de temps, je me glissais dans les tribunaux et j'en sortais très souvent ébloui après avoir vu des avocats dans des salles quasiment vides pour des procès dont personne ne parlait, déployer toute leur énergie pour défendre un homme ou une femme dont la vie menaçait de basculer. Et chaque fois, j'en sortais en me disant « Quel beau métier c'est de défendre ». Mais moi, je ne connaissais rien au droit. J'étais ingénieur, diplômé de l'école centrale, option physique nucléaire, et j'avais toujours travaillé dans l'informatique. Ma garde à vue s'est prolongée très tard dans la soirée, j'ai été convoqué par un juge d'instruction pour un interrogatoire, mon bureau a été perquisitionné. En fait, j'étais soupçonné d'avoir commis le délit de recel de favoritisme dans le cadre d'un gros marché public que l'entreprise que je dirigeais avait gagné. L'enquête va durer 7 ans, 3 ans avant ma garde à vue, 4 ans après, et elle se terminera par un non-lieu général. Mais 4 ans après ma garde à vue, je n'étais toujours pas avocat. Vous savez, on dit que les promesses n'engagent que ceux qui les entendent, et pourtant celle-là, je l'avais bien entendue, tout seul au fond de ma cellule, mais voilà, la routine avait repris le dessus. J'avais même changé d'entreprise, mais j'étais toujours directeur général. Mais j'étais de moins en moins heureux dans ce que je faisais. Et je crois pour cette raison, en grande partie, de moins en moins bon, jusqu'au jour où mon patron m'a demandé de quitter l'entreprise. Et ce jour-là, en le saluant, j'ai eu un sentiment partagé. Sentiment d'échec d'abord, et puis immédiatement recouvert par le sentiment que c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver, qui me mettait au pied du mur et que maintenant, je n'avais plus aucune raison de ne pas essayer de le réaliser, ce rêve. Alors j'ai fait un rapide calcul, je suis arrivé à la conclusion qu'il me faudrait entre 4 et 6 ans d'études pour devenir avocat, ce qui, j'allais avoir 50 ans à un moment où les années comptent double, représentait beaucoup de temps. Alors sans perdre de temps, j'ai demandé des équivalences dans plusieurs universités, j'ai aussi cherché un job, parce que j'en avais besoin, et aussi parce que je savais que si j'arrivais à devenir avocat, il me manquerait toujours les 30 ans d'expérience qu'ont ceux qui prêtent serment à 25 ans, et pas à 55, et que ma force à moi, ça serait ma différence, ça serait ma connaissance de l'entreprise. Alors les coups d'aile de papillon ont commencé à s'aligner dans le bon sens, j'ai trouvé un job compatible avec mes études, et j'ai été accepté dans l'excellente faculté de droit de l'université d'Aix-en-Provence. Et là, ça a été un premier choc. J'ai découvert l'université à 50 ans, et j'ai adoré. J'ai adoré recommencer à apprendre. J'ai adoré découvrir le droit, matière que je ne connaissais absolument pas. Et puis j'ai adoré me retrouver au milieu de milliers d'étudiantes et d'étudiants, cette espèce d'océan d'énergie. Mais moi, j'avais l'âge de leurs parents. Et moi, c'était difficile parce que j'avais obtenu une équivalence pour entrer en Master 1, 4e année. Je n'avais jamais fait de droit. Donc je devais faire en 1 an ce que font en 4 ans, avec une mémoire beaucoup plus agile que la mienne. J'ai eu des moments de gros découragement. Une de mes premières notes a été un 2 sur 20, je crois, de ma vie. Je n'avais jamais eu 2 sur 20. Ça vous rend humble. J'ai travaillé encore, et puis mes notes se sont améliorées, et j'ai décroché mon diplôme. Master 1, droit privé, sciences criminelles. J'étais heureux comme un gosse. 9 mois avant, je ne connaissais pas la différence entre le civil et le pénal. J'avais mon diplôme. Et commençait la deuxième étape, la plus difficile, celle qui consistait à rentrer dans l'école des avocats, passer ce qu'on appelle le concours du barreau. J'ai de la chance, je le réussis du premier coup. 2 ans devant, faites de cours et de stages. Et là, deuxième choc, impossible de trouver un stage. Je sens l'humiliation de celui qui écrit des lettres et des lettres et des lettres et qui reçoit pas de réponse, même pas de réponse négative, pas de réponse. Et je comprenais très bien ce que ressentaient mes petits camarades étudiants qui, après 5-6 années d'enseignement supérieur,
avaient vraiment l'impression que personne ne les attendait. Et je me disais que quand moi j'étais directeur général et que je recevais ces demandes de ça, je ne mesurais pas à quel point elles étaient importantes pour ceux qui les envoyaient. Alors j'ai relancé, j'ai téléphoné et j'ai obtenu une proposition d'entretien, mais pas n'importe laquelle. Elle venait du cabinet d'avocats marseillais qui me faisait le plus rêver. Il avait été créé par un immense avocat qui s'appelle Alain Molla, qui a présenté tout ce qui m'attirait dans ce métier. De la rigueur, de l'éthique et énormément de talent. Son associé, qui s'appelle Christophe Basse, me reçoit. Il commence à me dire qu'il ne prend plus de stagiaires depuis un moment. Je me dis, bon, j'avais un entretien, mais ce n'est pas le bon. Et puis, dans la foulée, il me dit, mais compte tenu de mon profil un peu particulier, il veut bien tenter le coup avec moi. Je sors de son bureau, je marche dans la rue, je m'éloigne un peu de ses fenêtres et je saute en l'air. Je saute en l'air comme un jeune de 22 ans qui, pour la première fois, voit le monde du travail s'ouvrir devant lui, oubliant littéralement à ce moment-là que moi, je venais de passer 30 ans dans l'entreprise. Mais à ce moment-là, j'avais 22 ans. J'étais plus le vieux monsieur de 50 ans qui voit son avenir se rétrécir, les options se refermer. J'étais un jeune de 22 ans au début de quelque chose. Tout était ouvert, tout était possible. Mon stage démarre, Christophe Basse me descend dans une salle au sous-sol, une immense table au milieu, littéralement recouverte de papier. Des milliers et des milliers de pages, dans des dizaines et des dizaines de sous-dossiers. Et il me dit, tu sais ça, c'est un seul dossier. C'est un des procès les plus attendus de l'année 2013, c'est un procès pénal dans le domaine de la santé publique, c'est le procès des prothèses mammaires PIP. Nous défendons le président du directoire, le procès démarre dans 1 mois et demi, il va durer 5 semaines, à toi de jouer. Et alors là, je me jette dans ce dossier, j'y passe mes jours et mes nuits. Je pense qu'à la fin, je le connaissais par cœur. Arrive le début du procès. Il est délocalisé dans le parc des expositions de Marseille. C'est le procès hors norme. 7500 parties civiles, assistés par 350 avocats. De l'autre côté, 5 prévenus, 6 avocats, toute la presse, dans des immenses salles reliées entre elles par des systèmes vidéo. Le procès avance. Arrive la dernière et 5e semaine, les réquisitions et les plaidoiries de la défense. Et là, Christophe Basse, mon maître de stage, se tourne vers moi et me dit « Et si tu plaidais ?» Et alors là, 3e choc, parce que ça n'était pas prévu, parce que je n'ai jamais plaidé, et en plus, je n'ai pas le droit de plaider, je ne suis pas encore avocat. Mais je me dis, la vie, elle est comme faite d'opportunités, quelquefois, qui passent devant soi, il ne faut surtout pas les laisser passer. Et celle-là, je ne la laisse pas passer. Je lui dis, OK, je me remets à travailler comme jour et nuit, je travaille l'argumentaire, je fais des exercices d'élocution, les serpents qui sifflent, les ornithorynques qui trinquent, je fais des exercices de respiration. Je ne suis pas prêt, mais arrive l'avant-dernier jour du procès, c'est à nous. Nous sommes 3, en fait, à plaider pour le président du directoire. 2 vrais avocats, expérimentés, brillants, et le stagiaire. Ils m'ont mis entre deux, je n'ai pas posé de questions, mais c'est visiblement par mesure de sécurité, pour récupérer le coup au cas où. Arrive mon tour. Je me lève, Christophe Basse se lève, nous traversons cette immense salle, lui il est en robe d'avocat, moi je suis en costume-cravate. On arrive à la barre, et là, Christophe Basse demande officiellement à la présidente si elle accepte que son stagiaire, qui n'a pas prêté serment, qui n'est pas encore avocat, qui ne porte pas de robe d'avocat, si elle accepte qu'il plaide. Je la regarde, je vois qu'elle se dit à ce moment-là que c'est quand même une drôle d'idée de tester son stagiaire dans un procès comme celui-là, mais elle accepte. L'avocat en robe s'éloigne et je me retrouve seul. Les doigts littéralement incrustés dans la barre qui à ce moment-là me tient. Devant moi, sur une estrade, derrière un immense bureau, 3 juges très expérimentés, 2 procureurs de la République, un immense écran vidéo qui retransmet le procès où il n'y a que mon visage, et en dessous, un dessinateur d'audience qui me dévisage et commence à dessiner. Et 2 mètres derrière moi, sur ma gauche, l'homme que je défends. Je l'ai rencontré plusieurs fois pendant la préparation de ce procès, et je me dis à ce moment-là que c'est quand même incroyable. Je me rappelle cet épisode dans la cellule de prison où je disais je voudrais devenir avocat pour défendre ceux qui comme moi, et mon premier procès, je ne suis même pas encore avocat, je vais défendre un dirigeant d'entreprise, et d'ailleurs, dans ma plaidoirie, j'utiliserai mon expérience pour notamment décrire les processus de décision dans une organisation. Et je me lance. J'ai beaucoup pris la parole en public dans ma vie passée, mais je n'ai jamais eu aussi peur. Je démarre en apnée quasi totale,
les yeux rivés sur mes notes, les amygdales sèches, la voix basse. Et mes 35 minutes après, j'ai la tête haute, je suis exalté, révolté, déterminé, convaincu et nerveusement complètement vidé. Je retourne à ma place, j'ai des très bons retours, et en particulier, le plus important, celui de l'homme que je défends, et j'ai même droit à quelques beaux articles dans la presse. Un mois après, deux des avocats qui étaient en défense sur ce procès, Christophe Basse, mon maître de stage, mais un autre avocat que j'admirais beaucoup, qui s'appelle Jean Boudot, tous les deux élèves d'Alain Molla, viennent me voir et me disent la chose suivante. Écoute, on t'a vu plaider, on t'a vu travailler, on a chacun notre cabinet, on voudrait fusionner nos deux cabinets, en créer un nouveau, te demander d'être notre troisième associé. Ce cabinet sera dédié à la défense pénale, tu nous aideras à développer le pénal des affaires, il sera basé à Marseille avec un bureau secondaire à Paris. Et là, c'est comme si tous ces claquements d'ailes de papillons pendant ces 5 ans s'étaient mis à résonner, à entrer en résonance, à pousser un torrent de plaisir, des nuages d'opium. J'allais passer directement de stagiaire à associé dans le cabinet que j'aurais rêvé de créer avec les avocats avec lesquels je rêvais de travailler. J'étais toujours pas avocat, il me restait un examen à passer, le CAPA, je l'ai passé, je l'ai réussi. Et le 8 janvier de cette année, donc il y a presque exactement 5 mois, pour la première fois de ma vie, dans un palais de justice, j'ai enfilé une robe d'avocat, je me suis levé et j'ai prêté serment. Et à ce moment-là, je suis devenu avocat, ma nouvelle vie pouvait démarrer, j'ai vraiment eu l'impression de m'être réinventé. Maintenant, je suis inscrit au barreau de Marseille, les parloirs de la prison des Baumettes ont remplacé les salles du conseil, les plaidoiries ont remplacé les kick-offs et les roadshows, je travaille sur des dossiers passionnants, je rencontre des destins étonnants et surtout, je comprends beaucoup mieux la société dans laquelle je vis. Je n'ai jamais gagné aussi peu d'argent, mais j'ai jamais été aussi heureux. Alors, ça n'est qu'une histoire, ça n'est que mon histoire, mais je pense qu'on peut quand même en retirer quelques enseignements. Je crois d'abord que il y a dans la vie des moments difficiles. La vie est jalonnée de moments difficiles, des crises, des ruptures, des tensions. C'est mon histoire de garde à vue, c'est mon conflit avec mon patron. Mais je pense que ces moments n'arrivent jamais là par hasard. Ce sont des messages. C'est un peu comme la fièvre qui dit au corps « attention, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut agir ». Il ne faut jamais les prendre comme des impasses, mais plutôt comme des tremplins pour aller ailleurs. Je crois ensuite que toute expérience de vie est intéressante, les succès comme les échecs. Notre histoire nous constitue, notre passé nous construit. Et si on veut rajouter un étage à notre vie, il faut l'appuyer sur les précédents. Et je crois enfin, je suis même convaincu enfin, qu'on a tous des rêves. Ces rêves, ils sont quelquefois bien enfouis, ils sont quelquefois masqués par l'image qu'on a de soi, masqués par l'image qu'on voudrait renvoyer de soi, ou voir l'image que les autres projettent sur soi. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller les chercher. Moi, j'ai mis 30 ans pour me décider. Et puis ensuite, il faut y aller sans trop réfléchir. Je pense que de temps en temps, il faut savoir éteindre son cerveau et sa raison, écouter son ventre, ses émotions, ses pulsions, ses intuitions. De toute façon, on peut raisonner longtemps, on est incapable d'anticiper toutes les conséquences des décisions. Et donc, il faut y aller. Et dans la vie, on est constamment confronté à des décisions, des simples et des lourdes. Changer de vie à 50 ans, reprendre 4 ans d'études pour aller dans un monde radicalement différent quand on est marié avec 3 jeunes enfants, ce n'est pas une décision légère. Mais je pense qu'aucune décision ne nous engage à vie. En tous les cas, moi, je ne saurais pas prendre une décision si je pensais qu'elle m'engage à vie, parce que la vie est courte, parce qu'on n'en a qu'une, et parce qu'on a le droit d'en changer. Et moi, je pense qu'à tout moment, on peut changer de route et tout recommencer. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques semaines, je n'ai pas changé de vie de nouveau, mais il y a quelques semaines, je racontais cette histoire pour préparer cette présentation devant vous, devant une amie. Et je terminais par cette phrase que je viens de vous dire. Elle m'a écouté avec attention et puis elle m'a dit « Écoute, c'est pas mal, mais Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin, dans Stairway to Heaven, il dit la même chose que toi, mais il le dit mieux que toi. Et en plus, il le chante, et c'est vrai que c'est une des plus belles voix du rock. Et il ne le dit pas en 12-13 minutes comme toi, il le dit en moins de 10 secondes. » Alors je vous avoue que je m'attendais à peu près à tout comme commentaire, mais pas à celui-là. J'ai d'abord été extrêmement vexé, et puis très intrigué, parce que Stairway to Heaven, c'est probablement une des chansons que j'ai le plus écoutées dans ma vie. Led Zepp, c'est ma génération, et je ne voyais absolument pas à quoi elle faisait allusion. Alors elle m'a cité cet extrait de Stairway to Heaven.
Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Ce qui, avec mes mots à moi et de façon beaucoup moins poétique, donnerait « Il n'est jamais trop tard pour réaliser son rêve, on peut à tout moment changer de route et tout recommencer. » Et voilà finalement comment moi, je suis passé d'une cellule de prison à un escalier vers le paradis. Merci. La musique.